Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette salle polyvalente du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, consacré depuis quelques jours, village du Salon de l'Action gouvernementale pour la 10e édition. Depuis le lancement de cette édition, les questions tournent autour de la mise en œuvre de la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2020-2030, sous différents aspects. Les aspects d'investissement, d'industrialisation, de création des entreprises ont été évoqués. Une question fondamentale qui semble occuper également une place de choix dans le document guide du développement du Cameroun est celle de la ressource humaine, avec une question fondamentale face à ce besoin de mettre en place des entreprises qui répondent aux problématiques actuelles et aux besoins de développement. Y a-t-il une formation qui est adapté aux besoins de ces entreprises? Pour aborder la question, nous avons ouvert les portes du SAGO ce jour aux représentants du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, ou le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, pour être un peu plus exact, avec monsieur l'inspecteur général des formations. Nous allons parler justement de cette offre de formation adaptée aux besoins de l'entreprise. Comment se décline-t-elle cette offre de formation? Y a-t-il une adéquation pratiquement visible entre ces besoins qui sont annoncés et ce qui est proposé aujourd'hui? Le programme, il est simple. Tout à l'heure, vous aurez le mot introductif de monsieur l'inspecteur général des formations, le docteur Tabi Akono François, et puis nous permettrons au public rassemblé dans cette salle de poser des questions qui permettront davantage de mettre en exergue le travail qui est fait dans ce département ministériel. Nous remercierons au passage monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministre Issa Chiroma Bakari, qui est un peu comme l'un des porteurs du Salon de l'Action gouvernementale. D'ailleurs, il a l'habitude de parler du SAGO comme étant son bébé. Mais avant cela, je vous propose de respirer un peu, de découvrir tout ce qui fait le charme du Salon de l'Action gouvernementale. Our world today is full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to elude the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la Stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zara, je te connais.
Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au... Ah, voilà donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé. Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zach, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir vendu de la fausse information partout, allons au SAGO, Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance. L'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bon, maintenant, pose-moi toutes tes questions. S'il te plaît, je venais de poser avec les ministres de ma République. Tu as posé toutes tes questions. Et j'ai eu les réponses. Exact. Ça sera donc comme ça jusqu'au 31 juillet 2021, ici au Palais des Sports. Maintenant, donc, on a fini, on peut donc rentrer. Qui? Zéro. Hein? J'ai fait d'abord le tour de tous les stands. On ne sait jamais. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est engagé à nous dire tout ce qui est fait dans le cadre de la formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises. Dr Tabi Akono François est notre interlocuteur. Il est chargé de cours à l'Université de Yaoundé 2. Il est surtout ici sous la casquette de l'inspecteur général des formations au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On ajouterait également qu'il est le coordonnateur de l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. Docteur, bienvenue sur ce plateau spécial du SAGO. Le public ici et les téléspectateurs de différentes chaînes de télévision partenaires attendent de vous des éléments précis sur cet aspect de la formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises. Merci et nous vous écoutons. Merci Jean-Jacques Zeu de me donner l'opportunité, au nom du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à empêcher Sa Majesté Issa Chirouma Bakari de pouvoir entretenir le public ici présent, la communauté nationale et internationale, sur cette problématique de la formation professionnelle adaptée aux besoins de l'économie d'une manière générale et de manière spécifique aux besoins du système de production et des entreprises. Je voudrais d'abord sacrifier un devoir, celui de dire merci aux organisateurs, parce que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, comme vous allez fort bien rappeler, est l'un des géniteurs, parce qu'il a cru en la jeunesse de ce pays lorsqu'il était ministre de la Communication, en donnant un coup de pouce à cette jeunesse dynamique, patriotique, pour mettre en place ce salon d'action gouvernementale qui est devenu une action phare qui miroite au plan national et international tout ce que le gouvernement de la République fait. Cela dit, vous voulez que j'entretienne
la communauté nationale et internationale sur cette problématique essentielle, à savoir la formation professionnelle adaptée aux besoins de l'économie. Je veux d'abord me permettre, de manière globale, de faire un panorama sur la problématique du développement des ressources humaines. C'est une problématique essentielle dans le développement des sociétés. Elle a toujours été au cœur du développement des sociétés. Et c'est pour cela que, comme le capital financier, on a pu l'appeler capital humain. C'est un capital, c'est un investissement rentable à très court terme. Mais malheureusement, souvent dans certaines économies, on ne voit comme un investissement que ce qui peut être comptabilisé en termes économiques, alors que l'investissement dans la ressource humaine est un investissement lourd, cher, mais un investissement qui conduit l'économie des nations. Et me rappelant ce que aime toujours à dire le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il prend toujours l'exemple de la Corée du Sud. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne là-dessus? C'est que la Corée du Sud, au sortir de la guerre, très pauvre, et la Corée du Sud, au début des années 60, avait à peu près le même niveau de développement que le Cameroun, sinon moins. À certains égards, il est arrivé que le Cameroun participe à donner de l'aide à ce pays lorsqu'il était vraiment en difficulté. Mais il se trouve qu'un demi-siècle après, plus d'une soixantaine d'années, il y a eu une révolution dans ce pays qui est passé d'un pays qui recevait de l'aide vers un pays maintenant donateur de l'aide, devenu 10e puissance économique mondiale. Et ce pays n'a pas de ressources minières, n'a pas de ressources du sous-sol ou autres. Il n'a investi que dans la ressource humaine et a construit toute une diaspora de développement, a envoyé chercher le feu dans certains pays, notamment l'Allemagne, le Canada, les États-Unis et même dans les Émirats arabes. Et cette diaspora de développement-là est donc retournée avec le feu au pays pour construire ce que nous connaissons aujourd'hui de la Corée. Quand on retourne nos portables, on voit Samsung, on voit la Kia Motors, on voit il y a la Hyundai, on voit... Donc ce pays-là n'a aucune ressource humaine, mais a développé le brain et ils ont développé un autre concept qu'on appelle le pili-pili, conscients de ce qu'ils ont un retard économique, conscients de ce qu'ils n'ont pas de ressources humaines, ils se sont appesantis sur le développement du capital humain pour pouvoir être cette puissance émergente aujourd'hui. Cela dit, le Cameroun, à travers son gouvernement et notamment le ministère de l'Emploi, a aussi développé une coopération multilatérale, multisectorielle avec la France, C2D, avec l'Autriche, avec le Canada, avec certainement aussi la Turquie et bien d'autres, j'en passe, la Suisse. Et dans le cadre de cette coopération multilatérale, multisectorielle, le Cameroun a pu construire beaucoup de centres de développement de ressources humaines, des centres de formation d'excellence, des centres de formation professionnelle aux métiers en zone rurale et des métiers non agricoles, des centres de formation professionnelle sectoriels, et j'en passe. Il y a donc une multitude de centres qui sont ainsi construits dans le cadre de la coopération entre notre pays et différents autres pays, sans compter bien évidemment les efforts même du gouvernement de la République pour construire un dispositif national et réhabiliter le dispositif existant. Donc de ce point de vue, on peut dire que notre pays s'est véritablement mis à l'œuvre, notamment depuis Ouagadougou 2004, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont rendus compte que pour lutter contre la pauvreté, dans tous ces aspects, il devait falloir qu'on mette l'accent sur le développement des compétences. Et cela a été fait, traduit en actes concrets par le chef de l'État en 2004, en créant tout un ministère en charge de la formation professionnelle. Ce ministère a plusieurs attributions. Ces attributions sont consignées dans son organigramme et ce ministère est en charge notamment
de la formation, du développement de la formation, du développement de l'emploi décent, du développement de l'insertion professionnelle. Et pour ce faire, ce ministère a véritablement besoin de développer la ressource humaine. Mais il y a eu au sein du ministère un certain nombre de travaux faits, aussi bien depuis 2004 que depuis que le ministre Chirumala, je crois en 2018, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu des travaux qui ont permis des avancées notoires pour changer de paradigme. Parce qu'au ministère, nous parlons donc déjà du changement de paradigme. Parce qu'on a bien constaté malheureusement que malgré tous ces efforts, on fonctionnait encore de manière parallèle avec le système de production. Il y avait d'un côté le système de formation professionnelle et de l'autre le système de production. On a donc dit, en lien avec le DSE, aujourd'hui avec la stratégie 2030, qu'on devait construire la ressource humaine dont le système de production a besoin. On parle donc de la formation sur la demande du système de production. Et cette formation sur la demande du système de production ne se fait pas seulement par rapport aux entreprises. Elle se fait dans une dynamique globale de création d'emplois et de l'activité. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle parle d'un changement de paradigme parce qu'il constate que jusqu'à date, notre économie a créé plus de consommateurs de richesses que de créateurs de richesses. Nous sommes portés par notre héritage colonial à vouloir plus travailler dans des emplois salariés dépendants dans le secteur public qu'à véritablement être des entrepreneurs, des créateurs d'emplois et d'entreprises. Donc, de ce point de vue, l'orientation stratégique que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle fixe aujourd'hui, c'est de dire que nous devons développer l'entrepreneuriat. Et de ce point de vue, il pense qu'un ingénieur, c'est bon, mais un ingénieur, c'est bon pour 1000 techniciens, pour 10 000 ouvriers spécialisés, pour 100 000 ouvriers. De ce point de vue, voilà la philosophie de base qui sous-tend la dynamique du développement des compétences dans notre pays. Comme je l'ai dit, il y avait aussi en germe, depuis le 11 juillet 2018, la création de toute une loi régissant la formation professionnelle au Cameroun. Et cette loi est novatrice, parce que dans ses dispositions pertinentes, article 2 par exemple, le chef de l'État, l'État du Cameroun fait de la formation professionnelle une priorité nationale. Et cette priorité nationale s'appuie sur des ressources humaines conformes en formation initiale, en formation continue, en apprentissage et avec des variantes en termes de modalités. On peut former soit par alternance, soit dans le cadre de la formation ouverte et à distance. Surtout avec la pandémie en cours, la formation ouverte à distance devient un levier très important du développement des compétences. Je l'ai dit que des structures ont été créées et vous l'avez dit à l'entame de votre propos. Je remercie particulièrement le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour m'avoir fait grâce de conduire l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. C'est une structure qui a été pensée, créée dans le cadre de la loi régissant la formation professionnelle. Dans ses dispositions pertinentes de l'article 44, cette loi dit que l'État va créer des structures de développement des programmes et des compétences. Et l'État, article 43, doit en même temps habiliter tous les sortants de ces structures. Ça veut dire qu'on va plus former au petit bonheur la chance. Il faudrait qu'il y ait un passage obligé par l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes pour devenir un formateur agréé. Et on ne va, dans le futur, agréer des structures de formation que si elles présentent un quota assez important de formateurs qui sont sortis de l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. Notre pays a l'école normale supérieure. Notre pays a l'ENAM, notre pays a les N7. Aujourd'hui, notre pays dispose de toute une structure qui forme les formateurs en matière de formation professionnelle. La formation professionnelle étant entendue ici comme la formation liée à un métier
un métier spécifique et un métier qui est fait sur la demande de l'entreprise. Et de ce point de vue, le ministre a mis en place un autre dispositif, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À travers cet outil, le ministre va vers les entreprises, vers les chefs d'entreprise, vers les directeurs des ressources humaines, pour qu'ils puissent exprimer les besoins de ces entreprises en termes de demande de compétences, qu'on transforme leurs besoins en formation pour qu'on puisse plus facilement insérer. Et cette dynamique n'est pas seulement une dynamique entrepreneuriale, mais c'est une dynamique en termes de bassin d'emploi, donc une vision globale à l'heure de la décentralisation. Il n'est plus question que la pyramide des emplois s'oriente seulement vers les grandes villes telles que Yaoundé et Douala. Il est question aussi de décentraliser la création des emplois à travers donc le processus de mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre d'une dynamique territoriale, dans le cadre du bassin d'emploi ou le bassin de vie, parce qu'on ne pourrait pas, j'allais dire, importer la main-d'œuvre de Douala pour aller travailler à l'extrême nord. Alors qu'il y a les ressortissants de l'extrême nord qui sont là, qui ont simplement besoin qu'on renforce leurs capacités et qu'ils occupent les emplois disponibles dans le bassin d'emploi. On ne dit pas que la mobilité professionnelle ne devrait pas pouvoir exister, mais tout au moins, il n'est pas bon dans certains coins du pays qu'on ne trouve que des pousseurs, des ramasseurs de pierres auprès des entreprises. Il est bon qu'il y ait ce qu'on appelle l'acceptation locale des entreprises à travers le développement des compétences locales dans le cadre de la régionalisation, dans le cadre de la décentralisation. Il y a un autre outil, la politique nationale de l'emploi, avec ses différents axes. Cette politique nationale de l'emploi, elle est actée depuis 2017 dans ses différents axes. Elle permet de créer au moins à l'horizon 2023 3 millions d'emplois. Et si cela est financé à bonne hauteur, on est sûr qu'on pourra véritablement dépasser le cap de 500 000 emplois que le chef de l'État assigne souvent au ministère de l'Emploi. Alors qu'à date, il y a des études qui sont menées pour dire qu'il y a à peu près au Cameroun plus de 2600 entreprises. Et on s'est dit que si une seule entreprise créait un emploi par an, on verrait donc qu'on dépasserait de loin le cap de 500 000 emplois. Et cette dynamique donc qui va en phase avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les visites régulières de notre chef de département auprès des chefs d'entreprise fait donc en sorte qu'on développe de façon synergique les ressources humaines dont ces entreprises ont besoin pour leur croissance et leur stabilité. Parce qu'il faut bien le dire, c'est la ressource humaine qui stabilise une entreprise. C'est la ressource humaine qui permet la compétitivité d'une entreprise. Si la ressource humaine n'est pas de qualité, l'entreprise ne peut pas se stabiliser, l'entreprise ne peut pas être effectivement compétitive. Et du coup, on peut assister à l'effet inverse, notamment en période de pandémie du Covid. Lorsqu'une entreprise n'a pas une ressource humaine compétente, elle est instable et elle n'est pas compétitive. Et ça peut être source de violence et de tout ce qu'on connaît en termes de problèmes d'insécurité que cela peut poser. Donc, pour ne pas m'étendre plus longtemps, vu le temps qui nous est imparti, c'est de dire que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a pour mot d'ordre le changement de paradigme. Il faut qu'on passe d'une logique de gestionnaire des richesses à une logique de créateur de richesses. Et dans cette dynamique-là, la ressource humaine est au cœur du dispositif de formation professionnelle au ministère de l'Emploi à travers beaucoup d'instruments. Au ministère, nous élaborons les référentiels de formation selon l'approche par compétence. L'approche par compétence étant cette approche qui permet véritablement de mettre l'apprenant au centre du processus de formation, mettre l'apprenant dans une dynamique projet. Il sait fabriquer une porte ou il ne sait pas fabriquer une porte. On ne lui demandera pas quel diplôme avez-vous, on lui posera la question quelles compétences avez-vous. Donc cela nous conduit à l'élaboration des répertoires. Vous allez aussi parcourir les étals de nos différentes bibliothèques et autres,
vous verrez difficilement des livres en formation professionnelle. Mais à très brève échéance, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle va convoquer la communauté nationale et internationale pour qu'elle vienne vivre en direct les manuels qui ont été élaborés par les nationaux. Donc nous avons déjà des manuels en formation professionnelle élaborés par les nationaux pour développer les compétences nationales. Et pour terminer, pour chuter, la loi est véritablement révolutionnaire, novatrice, parce que ces dispositions pertinentes, articles 35, 37, 39, parlent de la norme. La compétence que nous formons au Cameroun, c'est une compétence qui est en lien avec la norme nationale et internationale. Elle parle d'un système d'évaluation et d'un système de certification. Donc, il nous faut un cadre national de certification. Ça veut dire que si vous êtes ouvrier qualifié niveau 1, on vous donne un certificat de niveau 1. Si vous êtes un ouvrier qualifié niveau 2, on vous donnera un certificat niveau 2, avec la possibilité des passerelles avec l'ensemble du système éducatif. Parce qu'il y a la validation des acquis d'expérience qui permet qu'on vous donne des ouvertures pour que vous passiez d'un niveau à un autre, qu'il soit même possible pour vous de passer du système de formation professionnelle vers le système académique global et d'en ressortir. On peut donc avoir un ingénieur désormais VAE, comme on peut avoir un ingénieur sorti de je ne sais quelle école de formation, pour que celui qui est sorti par la VAE et celui qui est sorti par le cursus académique, peut-être que sur le terrain, on verra bien qu'il y a une différence fondamentale parce que la pratique peut toujours permettre d'aller plus loin que les connaissances théoriques. Donc, de mon point de vue, en parlant ici, en paraphrasant le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, voilà ce que nous faisons avec les entreprises. Le ministre ne passe pas 2 mois dans son bureau sans qu'il descende sur le terrain, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à l'extrême nord, au nord, un peu partout, pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour rencontrer les directeurs des ressources humaines, à l'effet qu'on s'assure que véritablement, ils ont la compétence qu'il faut à la place qu'il faut pour que nous puissions avoir la bonne ressource humaine à la bonne place. Et c'est ce qui permettrait de développer les entreprises parce que nous formons en fait pour ces entreprises-là, pour qu'elles soient compétitives, pour qu'on insère mieux et pour que, je l'espère, qu'on arrive à l'émergence souhaitée en 2035. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons, avec l'aide du public, insister sur quelques points qui pourraient aider les uns les autres à mieux cerner ce que vous avez présenté tout à l'heure, qui annonce d'ailleurs une formation allant dans le sens du développement des compétences et des chiffres également très importants. Monsieur le directeur, parlons de ces chiffres. Vous avez évoqué l'un des chiffres évoqués par le chef de l'État qui parlait de 500 000 emplois. Et le Camerounais, généralement, se demande où est-ce qu'on les prend, ces chiffres, lorsqu'on observe que devant les universités se bousculent des milliers de Camerounais. À l'annonce de chaque concours se bousculent de nombreux Camerounais. Ne sont-ils pas concernés par les emplois annoncés comme créés au ministère de la Formation professionnelle? Bien évidemment, dans le dispositif de création d'emplois, il y a ce qu'on appelle l'emploi public, il y a l'emploi privé et il y a aussi l'auto-emploi productif. Donc, nous constatons certainement que lorsque nous faisons les données statistiques, peut-être qu'il y a des pans véritablement entiers qu'on n'arrive pas toujours à mieux cerner pour donner des données, j'allais dire, plus globales, plus exhaustives. Mais à la vérité, nous disons bien que le gap que le chef de l'État fixe au ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est 500 000 emplois l'an. Mais tous les autres ministères sectoriels sont créateurs d'emplois. Au-delà des ministères, les entreprises créent des emplois. Mais tout au moins, on annonce un chiffre parce qu'on n'arrive pas encore à faire les plus et les moins, puisqu'il y en a qui vont en retraite pendant que d'autres arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, lorsqu'on aura véritablement des outils qui nous permettent de faire les plus et les moins, on verra certainement que ce chiffre de 500 000 est de loin en deçà
de la création réelle et effective des emplois. Donc, dans les universités, dans les concours administratifs lancés, c'est vrai qu'il y a une foultitude de demandes. Mais c'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, le maître mot aujourd'hui pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est le changement de paradigme. L'emploi salarié, l'emploi dépendant, c'est bon. Mais si on met l'accent sur l'entrepreneuriat, sur l'auto-emploi productif, si une personne réussit à elle seule à créer au moins 2 à 3 emplois dans son entreprise, avec les emplois directs que cela peut faire, nous allons continuer progressivement à absorber cette vague importante de chercheurs d'emploi qui existe aujourd'hui dans notre marché. Donc, dans les emplois que vous évoquez, et l'opinion a souvent tendance à penser qu'au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on forme, je ne veux pas dire petit débrouillard, mais la petite échelle, ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de suivre le cycle classique universitaire, qui sont appelés à se débrouiller pour coller à gauche, souder à droite. Oui, vous le dites si bien, la chance. Et nous l'avons dit, et le ministre le dit, il faut que quand on change de paradigme, on change de perception. On a toujours pensé, et pendant longtemps, et cela existe encore, qu'aller en formation professionnelle, c'est le choix de la deuxième chance. C'est le choix des rebuts du système éducatif classique normal. L'Allemagne, je vous ai parlé tantôt de la Corée du Sud, le Canada et tous ceux qui sont aujourd'hui des pays développés, l'Italie, sont passés par la formation professionnelle. La Suisse est le modèle par excellence de la formation professionnelle. Donc, il faudrait véritablement qu'il y ait une sensibilisation accrue auprès des familles, auprès même de notre système éducatif global, qu'on comprenne que l'une des voies salutaires de l'émergence du pays passe par le développement des compétences, donc par la formation professionnelle. Sinon, on continue toujours à se tromper de voie. Je peux prendre un exemple. Le travail de sensibilisation va être énorme dans un pays où le diplôme, le culte du diplôme est très développé. Beaucoup l'ont compris aujourd'hui. Il y a des parents, des familles qui ont compris que pas nécessairement qu'il faille attendre que l'enfant ait échoué dans le système classique, parce que si vous allez dans ce qu'on appelle le sous-emploi global qui tourne autour de 80-90%, il y a beaucoup de licenciés, beaucoup qui sont des vendeurs d'eau, pas très loin à la rue Kennedy ou bien. Donc beaucoup de familles ont compris que tu aies une licence, on va vous demander, oui, vous avez la licence, que savez-vous faire? Formation professionnelle. Mais il ne faille pas forcément attendre que ça soit comme un choix qu'on opère lorsqu'on a l'impression qu'on a échoué. Il faudrait que ça soit un choix délibéré, une orientation forte du gouvernement de la République, comme cela a commencé, mais le ministre veut qu'elle soit encore plus forte pour qu'on donne à la formation professionnelle les moyens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les seuls moyens sont les moyens des familles et de l'État. On voudrait que la communauté des acteurs, tel que dit l'article 9 de la loi, se réunissent pour qu'on mette en place des mécanismes de financement appropriés de la formation professionnelle. Ces mécanismes doivent concerner les jeunes en formation initiale qui veulent, dès le début, entrer en formation professionnelle, ceux qui sont en formation continue, ou alors les groupes, j'allais dire, relativement défavorisés. De la sorte qu'on sente que, véritablement, le cap est donné. Si aujourd'hui c'est 70-30%, il faut qu'on renverse la tendance. 70% pour la formation professionnelle et 30% pour les enseignements génériques, classiques et autres. On pourra donc prendre ainsi la voie de l'émergence et qu'on finance véritablement ce secteur qui est aujourd'hui supporté par les familles qui majoritairement sont pauvres, par l'État qui donne ce qu'il peut dans un contexte aussi de difficultés économiques, alors même que dans les instances internationales où notre Cameroun est partie prenante, on demande que dans le budget qu'on donne à l'éducation, que minimum 20% aille à la formation professionnelle. Mais à date, à peine 1%. Cela ne peut pas permettre à notre pays de décoller. Donc il y a une rupture dans la manière de penser, une rupture dans la manière de faire. D'abord au sein même du gouvernement,
pour qu'on donne une orientation stratégique forte pour que la formation professionnelle devienne vraiment le seul levier. Parce que de façon anecdotique, j'avais posé la question à un ami qui travaille à la présidence. Quand vous avez élaboré l'organigramme du Minefop, vous pensiez à quoi? Quand vous avez créé le Minefop, il dit qu'on pensait à l'Allemagne. Parce que là-bas, il y a l'alternance. J'ai dit, mais vous avez donc pensé à l'alternance de l'Allemagne, mais vous n'avez pas mis les moyens de l'alternance. En France ou dans les pays qui se développent d'une certaine manière, même en Corée, on donne les priorités gouvernementales aux membres du gouvernement. On dit la formation professionnelle, le ministre de la formation professionnelle est le numéro 2 du gouvernement. Parce que le cap est mis vers cette orientation. Mais jusqu'à date, il y a un flou qui existe entre la volonté réelle du chef de l'État et les réalisations concrètes qu'on donne pour qu'on franchisse vraiment le cap pour donner à la formation professionnelle sa place de priorité nationale, la loi le dit, et pour qu'elle puisse contribuer à l'émergence économique du Cameroun. Dans la structuration de la formation professionnelle, et je voudrais saluer la franchise de l'universitaire que vous êtes lorsqu'on vous écoute, il y a quand même d'autres départements ministériels qui offrent des possibilités de formation, qui proposent les capacités d'insertion. Est-ce que cette structuration n'affaiblit pas davantage la langue, l'auréole que devrait avoir le ministère de la formation professionnelle? La loi est claire. Il s'agit d'une coordination, de la mise en cohérence, de la mise en musique de tout cela. Pour qu'on s'accorde, et il y a un Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelle qui est prévu dans la loi. Ça veut dire que si ensemble, une vision prospective, holistique, intégrée est mise en place, tous les départements ministériels, aujourd'hui au moins 14, tout au moins qui font aussi de façon plus ou moins directe dans la formation professionnelle, qu'on oriente tout cela pour voir véritablement la part que le gouvernement de la République met pour permettre à la formation professionnelle de se développer. Une étude a été faite au Minefop pour voir la part de l'investissement public, la part de la création d'emplois et d'activités dans le budget d'investissement public. C'est très important. Mais maintenant, il y a un non-respect de la réglementation en vigueur. Il faudrait que, lorsque on signe un contrat avec un investisseur, quel qu'il soit, qu'on y mette la clause de la création d'emplois. Combien d'emplois seront-ils créés dans ce dispositif? Encore que cela existe, il y a au moins 5% de ressources qui doivent aller à la formation professionnelle dans tout ce qui est loi sur les investissements au Cameroun. Ces 5% devraient revenir à la formation professionnelle. Mais il faudrait donc que tous ces mécanismes soient mis en branle de façon cohérente pour que véritablement qu'on donne les moyens, parce que la formation professionnelle coûte cher. L'investissement dans la formation professionnelle coûte cher, mais c'est un investissement rentable à court terme. Lorsqu'on investit dans la ressource humaine en formation professionnelle, on est déjà en train d'investir dans l'économie, parce que la loi dit 24 mois, max. Quelqu'un sur qui on a investi est déjà opérationnel, il paye ses impôts, il participe à la croissance économique. Donc, il est véritablement question qu'on mette en place ces dispositifs cohérents et qu'on regarde dans la même direction. Il s'agit d'un système de vases communicants. Vous entrez par l'éducation de base, vous pouvez sortir par la formation professionnelle. Parce qu'on va à l'école. Je ne sais pas si quelqu'un va à l'école pour faire autre chose que de travailler. C'est l'alpha et l'oméga. On entre parce qu'on va apprendre des compétences, avoir des compétences pour travailler. Si la formation professionnelle est dans la porte de sortie, pourquoi la porte de sortie devrait être elle aussi pauvre, alors même que c'est véritablement l'objectif de l'objectif? Donc il y a là un problème, il faut qu'on revoie ça. Et des dispositions sont certes déjà prises, mais elles sont encore insuffisantes, elles sont faibles. Le développement des compétences semble être le fil conducteur des activités de la formation professionnelle, peut-être une réponse à la critique ambiante qu'on a connue au Cameroun, qu'on connaît toujours. On l'a vu avec le pipeline, on l'a vu avec les projets structurants, où la main-d'œuvre, la ressource humaine est ce qui manquait le plus aujourd'hui. La SND 30 parle des investissements, de l'industrialisation. Lorsque vous formez aujourd'hui, on vise quoi exactement?
Lorsque nous formons, il y a d'abord ce qu'on appelle dans la stratégie 2030, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les projets structurants et les métiers porteurs. Donc, on a toute une cartographie des secteurs structurants et des métiers porteurs. Et dans la dynamique, dans la perspective d'une gestion prévisionnelle, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dit « Mbalam est en cours de mise en place ». Il faudrait que 5 ans avant son opérationnalisation effective, qu'on crée toutes les structures tout autour qui vont permettre de former le capital humain dont Mbalam aura besoin. Il en va ainsi de toutes les autres structures. Donc, de manière anticipative, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est tout le temps sur le terrain pour demander aux chefs d'entreprise et aux directeurs des ressources humaines, donnez-moi vos besoins pour qu'ensemble on forme et qu'on permette d'anticiper sur ces évolutions pour éviter ce que vous, cet épisode du Pape Blanchard Cameroun où on était obligé d'aller chercher soit des Colombiens, les choses. Peut-être aussi que, bon, le DG du MFN me démentira que tout de suite après on s'est rattrapé parce qu'on a dû former localement un certain nombre de personnes qui ont pu être insérées. Donc il y a une forte politique d'anticipation. Forte politique d'anticipation, et c'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises et sur les territoires. Le territoire ici était considéré comme un bassin d'emploi, un bassin de vie dans le cadre du processus de décentralisation. Il faut qu'on fixe les jeunes dans l'emploi, dans le cadre de l'emploi local. Il n'est pas bon qu'un jeune soit obligé de quitter son écosystème pour forcément aller chercher ailleurs parce qu'il ne peut pas trouver dans son écosystème ce pourtant où, en regardant de près, en examinant de près, son écosystème présente toutes les potentialités pour faciliter son insertion socio-économique. Donc, cet outil, la gestion prévisionnelle, est pour le ministre de l'Emploi un axe stratégique important pour mettre en œuvre la politique nationale de l'emploi. La vision est absolument bonne lorsqu'on vous écoute répondre aux besoins des entreprises, les former, mais lorsqu'on regarde la cartographie de la formation au Cameroun, on se demande bien où est-ce qu'on va les former. Y a-t-il des structures de formation qui sont déjà installées? Plus rapidement se développent les universités classiques, les IPES et autres. Dans le cadre d'une formation professionnelle affinée et adaptée, on va les former où? La question est bonne, mais si vous regardez la stratégie 2030, il y a 1648 structures de formation publiques et privées, formation professionnelle au Cameroun. La question est aussi bonne, mais peut-être qu'il nous faudrait faire ensemble le terrain. Si vous allez par exemple à Douala, vous allez trouver, entre autres, le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Il n'y en a pas deux en Afrique centrale. Si vous allez à Limbe, vous allez trouver le centre de formation professionnelle de Limbe. Même chose, il n'y en a pas deux. Vous allez à Samlima, pareil. Vous allez en Konsamba, pareil. Aujourd'hui, en Angueboko, pareil avec la coopération autrichienne. Et cela se développe dans le cadre du CDD. Je vous ai dit qu'il y aura des centres de formation professionnelle aux métiers non agricoles. En zone rurale, il y aura des centres de formation professionnelle sectoriels qui sont en cours de construction. Donc, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du point de vue de l'accès, de l'équité et de la cartographie des emplois, quadrille maintenant tout notre écosystème national. Cependant qu'il reste que le gouvernement de la République mette un coup d'accélérateur pour véritablement appuyer ce ministère afin d'aller plus vite, parce qu'il faut aller plus vite. Nous bénéficions d'une intense coopération internationale. Nous souhaiterions que, véritablement, au plan national, que la dynamique de la coopération internationale soit bien relayée au plan national pour que, comme le dit le ministre, si chaque année on peut réhabiliter au moins 2 SAR-SM. Je sais que vous vouliez me parler de la SAR-SM de Doumentang. On va la réhabiliter bientôt. Donc, elle sera réhabilitée bientôt. Mais il y a des efforts qui sont faits dans ce sens pour que, véritablement, au moins 2 SAR-SM, si on peut réussir à le faire, ou bien
un centre de formation professionnelle au métier dans chaque chef-lieu de département. Cela permettrait véritablement, en fonction des besoins agroécologiques de la région bien étudiés, parce que nous sommes dans l'approche par compétence, dans telle localité, quels sont les métiers porteurs? Parce que la formation avant était totalement mimétique. Voilà. On formait... Une fois qu'on a identifié les besoins avec les entreprises, on peut donc dire que voilà les programmes de formation qu'on va y développer. Donc voilà un peu, je caricature là la vision du ministre, je ne sais pas, je sais qu'ici et les autres qui peut-être la maîtrisent mieux, mais en tout cas, voilà ce que le ministère a comme objectif à atteindre, mais c'est un appel que je lance et je profite parce que moi j'ai des franchises universitaires, il faut qu'on mette les moyens à la formation professionnelle. Les moyens dont dispose le ministère de l'Emploi ne lui permettent pas de remplir cette ambition, ce cap que lui a fixé le chef de l'État de l'émergence en 2035. Si on veut aller à l'émergence, il faudrait que le budget du ministère de l'Emploi triple par 5, par 6, par 7, au moins par 10, parce que une SAR SM qu'on réhabilite, c'est 1,5 milliard. 1,5 milliard au moins. Ça coûte cher. C'est plus cher qu'un CES. Un CES, vous voyez bien le CES, oui. J'ai le livre, mais le seul plateau technique à l'Institut, j'ai l'unité d'imprimerie à l'Institut, une seule machine coûte 1 milliard. À l'Institut à côté. Donc vous voyez bien que ce que je dis là, c'est une exigence minimale. Et du coup, si nous avons à former chaque année au moins 100 jeunes apprenants dans une localité donnée, qui deviennent des couturiers spécialisés, qui deviennent des maçons spécialisés. Vous-même, à l'époque, vous voyez ce que représentaient les SASM comme fleurons en matière de construction de notre habitat villageois ou autre. Mais aujourd'hui, cela a perdu ses lettres de noblesse parce qu'on a dit que c'était pour les laisser pour compte. Et c'est cela qu'on a balancé à un moment au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Heureusement, lorsqu'on vous donne une maison avec des cafards, vous en faites un bon usage. Aujourd'hui, on transforme, la physionomie a complètement changé. Et le ministre est dans une logique de transformation globale pour peu qu'on lui donne les moyens. Un peu plus de moyens pour mettre en œuvre cette vision. Nous allons prendre quelques questions dans le public juste après cette respiration publicitaire. Days full of uncertainty. But then, do we really need to be worried? If the infrastructures that are built today could bring development to our regions, if the opening up of our business to the world could be expanded, if more avenues to bridge the gap between our cultures could be explored, what then if we had no cause to be worried? Our government, through the 2020-2030 National Development Strategy, is even more than in the past, showcasing its resolve to really take us a step further. For each one of us to loot the greatness and unity of our country, Cameroon has to count on its young people with promising ideas, those willing to fulfill their aspirations and ready to serve. Distinguished citizens, institutions, you are highly invited to be part of the 10th edition of the Fair on Government Action from the 25th to the 31st of July 2021 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. For further information, please contact the event agency Mon Communicateur, the government's agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO, du 25 au 31 juillet 2021, au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La vitrine de la formation professionnelle au Cameroun.
la place de cette formation professionnelle dans la vision stratégique nationale de développement. Nous allons prendre quelques questions. Nous précisons que des cadres du MINFOP ont fait le déplacement. Ils pourront, à guise de complément d'information, prendre également la parole. Le micro est dans la salle. Oui, monsieur, vous vous présentez ou posez votre question. Merci. Je m'appelle monsieur Belake Delona. Je remercie, n'est-ce pas, le coordonnateur ainsi que l'inspecteur général. Je suis le promoteur d'un centre de formation. Alors, mon intervention aura, n'est-ce pas, sur 2 volets. L'appui et les questions. L'appui que j'apporte, n'est-ce pas, à l'inspecteur général, c'est au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'il venait de nous dire tout à l'heure, n'est-ce pas, sur les métiers. La formation professionnelle n'est pas beaucoup, n'est-ce pas, pour ceux qui ont mérité, n'est-ce pas, les licences, mais surtout ceux qui veulent, n'est-ce pas, se faire former. Ça veut dire que nous les prenons, n'est-ce pas, de l'enseignement de base. Donc, j'aimerais vous faire comprendre, présentement, n'est-ce pas, M. Berakede a eu, n'est-ce pas, à former un élément, n'est-ce pas, qui est sorti de l'enseignement de base aujourd'hui, qui est cadre, n'est-ce pas, au niveau des NEO, contrôleur des travaux des NEO. Donc, pour apporter cet appui, que la formation professionnelle n'est pas tellement pour ceux-là qui ont, n'est-ce pas, traversé jusqu'à arriver au niveau de l'université. Alors, la formation professionnelle également est pour ceux-là, n'est-ce pas, qui doivent apporter, n'est-ce pas, l'appui au gouvernement, diminuer, n'est-ce pas, le taux de chômage. Partant de la formation professionnelle, c'est pour produire et non, n'est-ce pas, pour consommer, comme venait de dire monsieur l'inspecteur général, tel que je peux vous présenter les photos, n'est-ce pas, que nous faisons sur le terrain. Je pars de là. Vous êtes un exemple concret. Y a-t-il une question? Sur la question, monsieur l'inspecteur général, moi, en tant que promoteur, ça fait 12 ans aujourd'hui que nous fonctionnons, mais nous n'avons pas d'appui, tel que vous venez de dire que la formation professionnelle coûte cher. Nous, dans le privé, ça nous coûte cher, monsieur l'inspecteur. Et quel est donc, n'est-ce pas, l'appui que vous nous apportez? Très bien. Question d'appui de la dame derrière. Bonjour à tous. Merci, docteur Tabi, pour votre intervention. Moi, c'est Ngamini Corinne, jeune entrepreneur, je suis prestataire de services. J'aimerais attirer votre attention et vous poser la question sur la mentalité des Camerounais pour l'entrepreneuriat. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas entreprendre parce qu'on nous a montré que le doyen, un douanier est plus riche qu'un entrepreneur. On nous a montré que certains fonctionnaires sont plus riches que les entrepreneurs et c'est un fait dans la société. Donc j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour changer cette mentalité? Parce que c'est un truc que nous on voit tous les jours. Les douaniers sont plus riches que les entrepreneurs, les fonctionnaires sont plus riches que les entrepreneurs. Comment voulez-vous que les jeunes aillent entreprendre si on nous montre que travailler à l'État est mieux qu'entreprendre? Merci madame. Merci madame. On prend une troisième question avant. Voilà, allez-y. Merci de la parole donnée. Je suis Léon Ba, je travaille pour le journal Diapason. J'ai 2 questions. La première est de savoir, nous avons eu à écouter le docteur Tabi tout à l'heure. Depuis 2004 que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a été créé, a été mis en place, nous connaissons tous les politiques qui ont été déployées jusque-là. Nous avons l'impression que nous tournons autour des mêmes discours depuis 2004. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, heureusement que monsieur l'inspecteur général tout à l'heure disait que cela relève de la politique du gouvernement liée à l'emploi et la formation professionnelle au Cameroun. Première question. Près de 300 000 jeunes ont passé le bac cette année.
C'est-à-dire, on présentait l'examen baccalauréat et nous connaissons les résultats. Par rapport à ces 300 000 jeunes, beaucoup sont orientés vers l'enseignement universitaire. Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour que le gouvernement, pour que l'État s'engage à introduire ces jeunes-là, pour que les parents virent vers le paradigme emploi et formation professionnelle. De deux, le ministre était à Douala récemment par rapport aux entreprises de placement temporaire. Monsieur Tabi a évoqué la loi tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour que ces entreprises étrangères puissent effectivement mettre en œuvre ce dont le ministre se déploie à dire dans les médias tous les jours par rapport aux entreprises de placement? Merci. Merci. On va répondre à ces premières questions. Madame, vous venez avec le micro chez le docteur Essek David qui pourra avoir à intervenir également pendant que le docteur Tabi prépare les réponses à ces différentes questions. On peut déjà répondre à ces premières questions. On peut répondre, et puis M. Essek va intervenir après. Très bien, merci. Je vois une série de questions. La première, celle du promoteur, qui voudrait qu'on dise ce que le ministère fait en termes d'appui. Je dois dire que ces appuis ont existé et existent encore. Peut-être que... il n'a pas frappé à la bonne porte. Vous n'avez pas déposé votre dossier, mais maintenant que vous avez posé le problème, sachez que ces appuis ont existé, mais ces appuis-là se sont amoindris. Le terme à l'époque, on parlait de subvention. Et puis, on a eu un peu peur du terme subvention, on a un peu changé. Mais aussi, il y a toute une politique de bourse. On a pu quand même des boursiers. Donc, le ministère donne ce qu'il peut, mais je pourrais dire que en fonction de son budget, ça s'est un peu raréfié. Mais déposez votre demande, suivez-la, et puis le ministre saura que vous étiez au SAGO et que vous avez posé ce problème. Si vous êtes un centre sérieux, agréé, certainement qu'on pourra examiner votre demande, parce qu'il y a aussi des centres que de nom. Dans la je ne dis pas que c'est le vôtre, mais on examinera la question avec beaucoup d'intérêt. Madame Gami Corinne voudrait poser un certain type de questions qui sont réelles, effectives dans notre pays. Qu'est-ce qui pourrait encourager le jeune à aller plutôt vers la formation professionnelle que de devenir douanier ou autre? Je n'ai pas de réponse précise. Mais nous, au ministère, ce qu'on dit, c'est l'éducation à l'intégrité. Nous avons travaillé ensemble avec la CONAC. Éducation à l'intégrité, parce que lorsqu'on transfère la compétence, on sait fabriquer un frein ou on ne sait pas le fabriquer. Ça veut dire que si le jeune n'est pas éduqué à l'intégrité, s'il fabrique mal votre frein, il vous a exposé à la mort. Donc du coup, on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il sache que le métier qui est le sien est un métier qui appelle à plus de patriotisme, à plus de citoyenneté. Le reste, peut-être, il y a des instances qui sont chargées de traquer éventuellement si les gens sont passés au travers des mailles pour s'enrichir de façon illicite. Ce n'est pas notre propos, mais pour dire vrai que nous pouvons constater à notre corps défendant qu'il y a encore quelques dysfonctionnements dans notre système de la fonction publique qui font en sorte qu'il y a un attrait vers certains types de métiers que d'autres. Mais lorsque la régulation sera effective, vous allez bien voir que les gens partiront plutôt de là où ils sont aujourd'hui pour venir vers la formation professionnelle. De manière anecdotique, il s'est trouvé que un plombier est allé travailler chez un médecin. Et le médecin, à la fin, lui a demandé combien prenez-vous de l'heure. Le plombier lui a dit 30 000 francs de l'heure. Le médecin lui dit non, moi je suis à 10 000. Et le plombier de lui dire qu'avant d'être plombier, j'étais d'abord médecin. Donc la formation professionnelle, c'est la voie de l'avenir. Maintenant, M. Léon
Mba, mon ami Diapason, pose la question de savoir si depuis toujours nous ne sommes que dans les discours. 300 000 jeunes fait le bac cette année, ils seront sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que fait le Minepop pour que ces jeunes-là s'engagent en formation professionnelle? Ce n'est pas statique, monsieur, mais je voudrais quand même vous dire que moi aussi je partage l'inquiétude que partage mon ministre. Chaque jour il dit, lors d'un conseil, le ministre de la fonction publique a dit qu'il est un peu inquiet, qu'il reçoit tant de demandes et sur tant de demandes il n'y a que tant de places. Il dit qu'il est un peu inquiet. Il dit que le ministre de l'enseignement supérieur dit mais avec la démocratisation là, tout le monde va vers lui et puis peut-être sur 1 million ou combien, à peine 1% trouve de l'emploi. Il dit qu'il est inquiet. Et le ministre de l'Emploi de dire que je suis plus inquiet que vous parce que le système risque d'imploser. Dès qu'ils finissent de faire le tour partout chez vous là-bas, c'est vers chez moi qu'ils tombent. Et du coup, donc, nous avons à travailler ensemble pour éviter que cette descente massive des jeunes sur le marché de l'emploi, année par année, ne puisse à un moment arriver à une implosion. Nous avons, et nous pouvons le dire de façon ouverte, lors du grand dialogue national, ceux-là qui ont pris la parole pour le compte de nos frères qui se sont égarés, ont dit qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils n'avaient pas de perspective d'emploi. Donc du coup, c'est une interpellation forte pour nous tous de travailler ensemble pour que, du plus bas niveau jusqu'au dernier niveau, qu'on commence à mettre dans l'esprit des jeunes des prérequis qui permettent de dire qu'il n'y a pas que le système d'éducation classique qui donne des emplois. L'orientation scolaire, académique et professionnelle doit être de mise pour qu'on détecte très rapidement les talents et pouvoir ainsi mieux orienter nos jeunes. C'est tous les parents qui veulent que leurs jeunes deviennent, comme elle a dit, quelqu'un des impôts, Le concours de l'ENAM fait l'objet d'attractions, pas possible. Parce que justement, il y a cette perspective qui est... Donc, travaillons ensemble pour qu'on oriente nos jeunes. Et je pense que ce travail-là, le ministère le fait déjà dans le cadre d'une synergie d'action, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la jeunesse, ministère de l'éducation de base, MINSEC, dans le cadre de la stratégie du secteur éducatif, pour qu'on voit ensemble comment est-ce que, dans un système de vases communicants, on peut mieux orienter les jeunes, on peut mieux les sensibiliser pour qu'ils comprennent que la formation professionnelle n'est pas le choix de la deuxième chance. Mais il faut aussi dire que le ministre mène un certain nombre d'actions, comme vous l'avez dit vous-même, c'est qu'on essaye de baisser le coût de la formation professionnelle. La formation professionnelle coûte cher. Et le ministre dit, d'où vient-il qu'on subventionne la formation dans les universités, dans les autres ordres d'enseignement? Mais en formation professionnelle, on laisse véritablement libre cours à des prix relativement exorbitants. S'il y a 50 000 par-ci, 50 000 par-là, il vaut mieux qu'on subventionne fortement la formation professionnelle pour que les jeunes aussi aient à payer 50 ou maximum 100 000 francs et pouvoir facilement s'insérer dans le système. Bien, les entreprises de placement, il y a toute une réglementation, seulement que parfois les gens passent au travail des mailles de ce filet-là. Mais le ministre de l'Emploi nous a aussi dit, de manière vraie, qu'il a eu à rejeter la signature des contrats des expatriés. Le monsieur voulait des boulangers. Et du coup, il a rejeté. Il dit, mais non, boulanger, on doit le faire ici. Mais finalement, le monsieur a insisté. Le monsieur lui a dit, OK, donnez-moi seulement 5 boulangers avec tel profil. Il n'a pas pu trouver. Et du coup, il a compris que nous avons un grand besoin nous-mêmes pour qu'on puisse former de véritables boulangers. Et du coup, le privilège national, bien que nous soyons dans une dynamique de mondialisation, globalisation, fait en sorte que si d'aventure on ne trouve pas d'expertise au plan local, on soit bien obligé, n'est-ce pas, de donner l'opportunité
aux travailleurs étrangers. Merci. Et nous allons permettre, puisque dans ces questions, il y a les questions de stratégie, qu'est-ce qu'on fait finalement pour que le discours ne soit pas un discours répété chaque fois. Dr Isek, les questions de stratégie, celles développées par le ministère de l'Emploi. Merci de me passer la parole. Moi, je ne vais pas aller très loin pour démontrer que si je vous arrache vos lunettes, vous devenez aveugle. Bon. Là, vous êtes assis là. On est pareil. Si j'arrache également votre montre, je suis sûr que vous allez demander l'heure à côté. Si je vous enlève votre paire de chaussures, vous ne marcherez plus. Parce que vous êtes habitué à marcher avec les chaussures. La question que nous défendons ici, c'est de renverser le paradigme de la culture des diplômes et de se retourner irréversiblement vers celui de savoir-faire. Je peux me tromper. Aucun fonctionnaire camerounais, je peux me tromper, je n'ai pas fait de statistiques, je les ai faites sur moi-même, ne consomme un tiers de son salaire par mois. Aucun. Qui consomme cet argent? C'est le technicien. C'est le mécanicien, c'est l'électricien, c'est le plombier, c'est l'habilleur, c'est jusqu'à la fin. Vous comprendrez donc pourquoi ceux qui avaient dit que la formation professionnelle c'est pour les ratés, rapidement se ressaisissent vite, parce que c'est ces ratés-là qui les habillent et prennent tout leur argent. C'est ces ratés-là qui arrangent leur voiture et prennent tout leur argent. Et beaucoup d'ailleurs. Donc, je voudrais soutenir l'inspecteur général pour dire, si les Camerounais, les parents, peuvent aussi s'aligner en se poussant devant la porte d'un chef d'établissement de formation professionnelle avec 100 000 francs dans, n'est-ce pas, les carnets pour obtenir l'inscription. C'est juste une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Ah, mais j'ai dit quelque chose de net. Vous voyez à peine les Camerounais, même comme on vient de leur recevoir de bac là, toquer à la porte des promoteurs de centres de formation professionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les parents n'ont pas encore compris que dans une famille, le plombier est plus important que le docteur en géographie. Plus important. L'un te donne le droit d'aller quelque part et dire que mon fils est docteur, hein, mon fils est docteur. L'autre te dit, je boufferai l'argent de ton docteur là et ta part, pourvu que vous ayez dans l'idée de construire une maison. Qui est plus important? C'est ce paradigme-là. Je disais ce matin à Radio Cameroun que je suis triste. Je suis triste parce qu'on continue à faire croire aux gens que si tu n'as pas un baccalauréat, si tu n'as pas un CPE, si tu n'as pas un doctorat, tu es raté. C'est zéro. Il faudrait que résolument nous nous mettons dans le sens inverse. Si tu ne sais rien faire, tu es raté. C'est toute la contribution que je voulais apporter. Il s'agit de changer la culture des diplômes dans notre pays. Et surtout des diplômes qui ne font rien. Moi, je dis bien, et je l'attaque souvent. Un docteur en droit ne vaut pas plus qu'un savetier. Un docteur en droit qui ne s'est pas spécialisé, par exemple, en droit marin ou en droit privé pour être avocat, encore que nous ne serons pas tout le temps en train de défendre les gens. Mais je dis, un savetier, un lunetier, il vaut, j'allais dire, 100 fois plus qu'un docteur. Donc, que le Cameroun entier, que les parents acceptent que le baccalauréat, oui, c'est un prérequis pour interpréter les documents que vous allez bientôt mettre en place. Mais
comme disait René Dumont, si ta sœur va à l'école, tu mangeras ton porte-plume. Ça, c'était en 1963. Il le disait aux Africains. Si vous allez au baccalauréat, nous n'aurons pas l'émergence. Hein. Mais si nous allons là où on fabrique les pièces de voitures, la plomberie, les comment on appelle ça, les lunetiers, les fabricants de ces bouteilles valent plus que l'eau. Hein. L'eau là, on la puise. C'est celui qui sait fabriquer cette bouteille et le couvercle qui prend tout l'argent. Que les Camerounais se mettent à cette logique-là. Je vous remercie. Est-ce qu'après cela, on a encore quand même des questions? On va prendre deux. Hein. Allez-y, monsieur, et puis madame. Posez votre question. Merci. Permettez que je m'asseye pour des convenances de santé. Je voudrais dire toute mon admiration pour monsieur l'inspecteur général des formations, pour la pertinence de l'intervention. Je suis promoteur de centre de formation professionnelle depuis 17 ans. Nous cheminons à côté du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et je suis ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Je voudrais dire que les dernières statistiques publiées il y a quelques mois par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle font valoir que plus de 80% des parties prenantes pertinentes de la formation professionnelle sont des acteurs privés. Et parmi ces acteurs privés, les centres de formation professionnelle privés et instituts agréés constituent aussi plus de 80% du dispositif d'offres concrètes de formation. Il en est de même des apprenants. Il en est de même du volume des formateurs. Or, nous constatons que les centres de formation privés agréés ne sont pas écoutés au ministère, mais doivent écouter impérativement le ministère. Je dis impérativement pour deux raisons. Parce que nous avons l'impression, quand on rencontre la plupart, il y a des exceptions, mais la plupart, on est dans une logique de soumission. Mais nous devons, en plus de cette logique de soumission qui nous est imposée, écouter impérativement parce que le professionnalisme même de la formation impose d'écouter. Face à cela, j'ai deux questions. C'est comment amener, monsieur l'inspecteur général des formations, certains de vos collaborateurs à prendre en compte les standards et réalités majeures des entreprises et acteurs privés pour bâtir de façon durable un partenariat d'excellence et non plus de médiocrité qu'il nous semble avec le MINEFOP. Je rappelle que très souvent, ces collaborateurs nous disent que certains de leurs comportements découlent de la prescription de la hiérarchie. La deuxième question est, je voudrais dire comme préalable que nous avons la chance, et quand je suivais tout à l'heure, l'une des valeurs que promeut le SAGO par rapport à l'action gouvernementale, et je cite, c'est que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Et je voudrais à côté rappeler ce deuxième fait qui est public, c'est que nous avons la chance d'avoir à la tête de ce département ministériel un entrepreneur. Parce que le ministre lui-même est fondateur d'un parti politique qui est une entreprise et qui porte certainement un projet comme dans toute entreprise. C'est un projet que nous pourrions classer peut-être projet sociopolitique. Nous pensons que sans connaître véritablement les motivations, que le ministre semble avoir réussi si les entreprises qui s'inscrivent dans ce type de démarche, l'objectif final est de gouverner si on ne regarde que la finalité. La deuxième question est donc de savoir, peut-on espérer
Monsieur l'inspecteur général, que les centres de formation privés auront le privilège de rencontrer Monsieur le ministre de la formation professionnelle pour que, au cours d'une séance de travail, que nos représentants puissent présenter au ministre nos problèmes, mais également les propositions de solutions que nous avons pour que nous développons ensemble ce partenariat d'excellence pour une formation au service d'une insertion professionnelle réussie. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Madame, allez-y, juste derrière vous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis enseignante de formation. J'avais commencé à enseigner à la SAR SM Dindom. Quand la SAR SM Dindom a été transformée en CETIC, devenu aujourd'hui lycée technique, on nous a aussi transformés. C'est pour ça que je me retrouve à l'enseignement secondaire. Ma question est, je pars d'abord d'un constat avant de poser mon problème. C'était en 1998 que j'avais commencé à enseigner, 22 ans aujourd'hui d'enseignement. Le problème qui se pose sur le terrain, c'est au niveau de la formation. Les enseignants qui sont appelés à former ne sont pas d'abord bien formés. Je prends l'exemple de la couture, comme l'a si bien souligné. Pour former une couturière, il faut que moi-même, je sois d'abord bien outillé, mais nous constatons que dans nos établissements, nous retrouvons les enseignants qui sont incapables même de faire démarrer une machine industrielle. Parce que les établissements sont vides. Nous voyons tout dans les documents. Les enfants ne pratiquent pas parce qu'il n'y a pas la matière d'œuvre. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens pensent que la formation professionnelle est inutile parce qu'une fille ou bien un garçon qui a suivi une formation en couture est incapable de coudre une veste par rapport à celui qui a fait la couture au quartier. On lui montre seulement comment tracer la veste à main levée. Mais les enfants qui font dans l'école pour coudre ces vestes-là sont incapables de les coudre parce que les enseignants qui sont censés les former ne maîtrisent pas d'abord cette couture. Ma question, monsieur, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la formation des formateurs de vos apprenants? Vous avez souligné tout à l'heure que vous allez transformer la salle de Doumentan. Voilà. Bientôt. Qu'allez-vous faire? C'est déjà un CETIC en fait. Des enseignants de cette salle, est-ce que vous allez les former aussi pour qu'ils puissent avoir des compétences agréées pour former les autres? J'en ai terminé. Merci, c'était la dernière question. Monsieur l'inspecteur général, la formation des formateurs, c'est votre lot quotidien. Et puis vous avez une question qui semble soulever des relations entre les promoteurs privés et les responsables du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Ok, peut-être que M. Essek, qui est son voisin de gauche, va m'aider parce que c'est aussi son ami. Donc, ceux qui se soufflent des choses. Je dois dire que les brebis galeuses, il en existe partout. Malheureusement. Mais une fois que vous avez constaté un dysfonctionnement, vous alertez. Le ministre a la main suffisamment lourde et nous qui sommes à ses côtés pour ce type de questions, lorsqu'elle arrive à mon niveau, c'est avec plaisir que souvent je mets mes équipes en marche pour que nous puissions d'abord poser les constats nécessaires et proposer au ministre les sanctions qui s'imposent lorsque la situation est avérée. Donc, si vous avez constaté des écarts de conduite sur le terrain, véritablement, le ministère est tout disposé à recueillir vos dénonciations pour qu'on se fasse le plaisir de venir travailler
et de traquer ce genre de comportement qui ternissent non seulement l'image de marque du Minefop, mais de tout fonctionnaire en fonction. Donc, le plaisir qui sera le mien sera de sortir très régulièrement de mon bureau, parce que c'est ça qui me fait sortir, et d'avoir un ordre de mission bien justifié. S'agissant de la deuxième question, c'est-à-dire qu'on vous donne un privilège, vous qui représentez au moins 80%, je pense que ce privilège, vous l'avez déjà. Mais nous avons seulement recueilli cela comme une nouvelle doléance pour qu'on demande au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, lorsque les mesures gouvernementales seront levées du fait de la pandémie ambiante, que le ministre, parce que cela était à l'ordre du jour, je ne trahis pas un secret, qu'il rencontre tous les promoteurs des centres privés de formation professionnelle, à l'effet qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse s'écouter et qu'on échange mutuellement, qu'on vous sensibilise par rapport à la loi et que vous aussi, vous puissiez nous sensibiliser par rapport aux difficultés que vous rencontrez sur le terrain pour qu'on travaille véritablement la main dans la main. Donc, j'espère que si cette pandémie, surtout avec le nouveau Delta qui arrive, venait à nous donner la possibilité de passer en 2022 à l'action, nous allons soumettre cela comme priorité au ministre, parce que véritablement, cette loi ne peut être bien implémentée que si vous qui représentez 80%, vous êtes bien sensibilisés et que nous soyons vraiment dans un partenariat toujours gagnant-gagnant. S'agissant de la question de Madame, la formatrice, qui nous a présenté les étapes d'une évolution pour moi anormale. Donc on passe d'une SA-SM à un CETIC, d'un CETIC à un lycée d'enseignement technique. C'est une déformation et c'est aussi une erreur parce que la SA-SM parle du métier. Dès qu'on commence à virer, le CETIC commence à parler des choses un peu plus ou moins techniques et le lycée technique parle des choses techniques. Nous, on est dans le métier, c'est-à-dire que le lien avec l'emploi, le monde du travail. Donc, du coup, c'est une déviance, une déviation, mais c'est la dynamique de notre pays qui fait en sorte que, même jusqu'à date, lorsque les enfants venaient de faire le CEP, ils commencent à faire le concours d'entrée en 6e. Ce n'est que ceux-là qui ont raté le concours d'entrée en 6e, là, les parents disent qu'est-ce qu'ils doivent encore faire. Ça. Après la SA, CETIC. Après CETIC, alors que si véritablement on formait bien ces jeunes, qu'ils faisaient leur formation et qu'ils sortaient de ce système-là avec de bonnes qualifications, de bonnes compétences, on aurait vraiment de bons produits. Le problème se pose aussi, et vous avez bien souligné, de la formation même des formateurs. On allait dans les enseignements en général, par vocation à l'époque. Moi, j'avoue que lorsqu'on me demandait qu'est-ce que je voulais être professeur de lycée, parce que étant au lycée Leclerc, je voyais comment mes professeurs arrivaient dans de belles voitures, toujours bien habillés. Donc c'était mon modèle. Mais depuis un temps, on y va pour chercher le matricule, pour souvent virer ailleurs. Donc il n'y a plus de vocation et il n'y a plus véritablement une formation de qualité. Et vous avez donc posé la question, qu'est-ce que nous faisons? L'Institut national de formation de formateurs et de développement des programmes, c'est une des réponses. C'est une réponse parce qu'on va essayer de donner aux formateurs l'ingénierie qu'il faut pour être vraiment des formateurs de qualité. La difficulté sera celle-là, véritablement de travailler dans l'optique de couvrir tous les métiers. Mais tout au moins, on donnera d'abord l'ingénierie pour que vous sachiez vraiment transférer la compétence. Ensuite, on travaillera avec les entreprises pour que ceux-là qui sont dans les entreprises et qui peuvent donc bien transmettre la compétence dans les entreprises soient eux-mêmes aussi bien outillés pour qu'au quotidien, au lieu que ce soit
véritablement des formateurs, entre guillemets, qui n'ont même pas eu à se frotter ni à la matière d'œuvre, ni au plateau technique, mais que ce soit des gens qui sont déjà sur le terrain et qui viennent à l'Institut se former pour savoir comment bien transférer la compétence. Donc, voilà ce que moi je peux dire, mais si Jean-Jacques Zé ne trouve pas d'inconvénient, Dr Essek est là, il peut peut-être conclure, parce que je sais que lui aussi, il est à la fois coordonnateur au MINEFOP, mais promoteur d'un centre de formation dont il partage d'une certaine manière les vues de son ami d'à côté. Merci. En 2 minutes. En 2 minutes. Il faut rester dans le format. Je voudrais tout simplement dire que la politique que le ministre actuel a mise en place, c'est que la création d'un centre de formation professionnelle s'accompagne également par la formation de personnel qui va enseigner dans ce centre. Il apprend d'abord à manipuler tous les équipements de ce centre avant qu'on ne l'ouvre. C'est la nouvelle technique mise en place, la nouvelle stratégie mise en place à l'heure actuelle pour pallier effectivement donc à ce problème de l'équation, formation et métier. Merci beaucoup. Et ce sera le mot de clôture. On vous l'accorde, Dr Essek. On dit merci à tout ce public avec des applaudissements. Merci davantage à monsieur l'inspecteur général des formations. On dira grandement merci à monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministre Issa Tiroma Bakari. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été attentifs à cette autre conférence.